30 minutes avec un acteur majeur de l'actualité. Bonjour Renaud Muselier. Bonjour. Vous êtes évidemment le président de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Beaucoup de questions à vous poser ce matin sur la crise sanitaire, sur les élections régionales à venir, sur Marseille et son nouveau maire. Le service politique de la Provence va vous interroger ce matin. Laurent Provençal, bonjour. Bonjour. François Tonneau sera également là dans la deuxième partie de l'émission pour d'autres questions. Renaud Muselier, vous êtes le président de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, on l'a dit, mais également président des régions de France. Vous avez 61 ans. Vous êtes marseillais et médecin, mais vous menez également une carrière politique très riche, entamée dans les années 90 avec un premier mandat de conseiller général des Bouches-du-Rhône, et vous avez ensuite été, entre autres, et dans le désordre, député européen, premier adjoint de Jean-Claude Gaudin à la mairie de Marseille, mais également secrétaire d'État aux Affaires étrangères aux côtés de Dominique de Villepin, sous la présidence de Jacques Chirac. Tout cela sous la bannière RPR, puis UMP, puis les Républicains aujourd'hui. Bon, tout ça, c'est pas très dur à trouver, ça se trouve sur votre page Wikipédia. Mais sinon, qui êtes-vous vraiment, Renaud Muselier ? Drôle de question. Je suis médecin, ça c'est mon vrai métier. Je suis marseillais, je suis marseillais. Je voulais être médecin de montagne dans la vallée de l'Ubaye, au Sauce. Ça c'était mon désir. Et puis finalement, bon, je fais autre chose. En fait, mais de façon plus large, je suis le fruit d'une mosaïque sociale et culturelle très particulière. Dans ma famille, il y a mon arrière-grand-mère était juive, pendant que mon cousin, le roi d'Albanie, est lui musulman. J'ai dedans, toute ma famille est catholique, je suis catholique moi-même. J'ai là-dedans un grand-père qui a donné la croix de Lorraine à la France libre, la totalité de ma famille qui a été déportée et torturée en camp de concentration, et en même temps j'ai dans ma famille Madeleine Barbulé, l'actrice, ou Suarez qui a écrit Marsillo, l'auteur André Suarez. Donc il y a des militaires, il y a des fonctionnaires, il y a des libéraux, il y a toutes les religions, ma grand-mère était américaine, donc je suis le fruit de cette espèce de mosaïque culturelle et sociale qui fait que je suis marseillais, quoi. Voilà, méditerranéen, toujours sur le terrain, des bises, des mains serrées, un peu moins en ce moment. Comment vous faites pour vous adapter pour adapter ce tempérament à cette crise sanitaire ? Ça, c'est vrai que c'est mon tempérament, c'est peut-être l'école Chirac, c'est l'école méditerranéenne. J'aime serrer dans mes bras, j'aime le contact, j'aime toucher. En fait, le médecin aussi qui fait ça, j'adore ça. Ben là, on ne peut plus, donc je fais très attention. Aujourd'hui, je rentre dans la catégorie des populations à risque, donc il faut faire les gestes barrières, faire très attention à tout ça. Et en même temps, il faut s'adapter immédiatement. Et par exemple, pour les vœux, là, on fait tous des vœux en visio. Donc on n'a plus les apéros, ces embrassades, ces foules, ces moments de partage. Mais on a des moments, là je vois, j'ai fait tous les vœux par département, comme tous les ans d'ailleurs. Mais avant, j'allais dans chacune des préfectures, des sous-préfectures. Là, je les ai fait par visio. Mais ça a beaucoup plus de succès finalement. Parce que vous avez, par département, entre les connexions, vous avez entre 20 000 et 100 000 connexions. Il y a plus de monde, donc beaucoup plus de précautions sur ce plateau. Et puis il y a l'autre volet de travail avec les maires, où je fais des visios avec les maires, où on met le contrat de plan de relance en état, et les modalités opératoires font en sorte que j'ai les 3/4 des maires dans les visios. Ce qui fait qu'on se met en capacité de travail de façon peut-être plus sérieuse que le contact direct. Voilà, ici, je précise qu'on est protégé, on n'a pas de masque, mais on est protégé par des vitres en plexiglas. On attaque par des questions tout de suite sur l'actualité. Laurent Provençal, la crise sanitaire. Renaud Muselier, bonjour. On en parle de plus en plus du confinement, très serré. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis très partagé sur tout ça, j'espère que nos gouvernants, notamment le ministère de la Santé, a appris de la crise 1, de la phase 1, de la phase 2. Et si sur la première partie, en tant que président des régions de France ou président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, je n'ai pas porté de critique particulière, même si on a bien vu l'absence de masques, l'absence de tests, l'absence de tout. Et donc on a couru derrière les pénuries qui avaient été quelque part organisées par le ministère de la Santé. Et donc j'ai pu m'exprimer sous serment avec le président des départements de France, M. Bussereau, le président des maires de France, M. Barouin, pour expliquer ce qu'on avait vécu quand même.
au service de notre pays et pour apporter une aide à nos concitoyens. Enfin, nous, les régions, on est allé chercher 130 millions de masques en Chine quand même, hein, 13 millions pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On a apporté près de 15 milliards d'euros, 1,5 milliard d'euros pour les 700 000 entreprises de la région, pour la totalité vous avez été plus du monde sévère culturel. Avant le deuxième reconfinement. Plus sévère en tout cas avec... Et donc, avant d'arriver au troisième, je veux dire, on a appris, nous, des désordres, de dysfonctionnement tout le temps. Et donc, aujourd'hui, on n'est pas plus sévère. Parce que la sévérité par rapport à des gouvernants pour prendre des décisions aussi difficiles n'a aucun intérêt. C'est la polémique sur la polémique. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'on est aveugle, sourd et muet quand même. Et donc, on fait des propositions en permanence. Depuis le début du mois d'août, on alerte sur la vaccination et on voit bien les difficultés de la vaccination. Donc, aujourd'hui, on se retrouve sur le problème de cette troisième vague. Est-ce que c'est une épidémie dans l'épidémie? Est-ce que c'est une épidémie complémentaire? Est-ce que c'est le variant? Est-ce que c'est pas le variant? On voit bien que tout le monde s'en mêle et que là-dessus, les sont pas tout à fait. Ce qui est sûr, c'est que si on revient sur les trucs scientifiques, je préfère parler des choses scientifiques. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, dans la région, on est submergé. Voilà. Donc, que le confinement de 20h à 18h n'a servi à rien. On était à grosso modo 250, 260 au début janvier, ou pour les départements des Hautes-Alpes, les Alpes de Haute-Provence, le 2. Maintenant, le 9 pour nous, depuis le 9 janvier, on est maintenant à près de 430 de taux d'incidence sur la totalité de la région. Et pour moi, j'ai 3 critères qui ont évolué sans arrêt, mais j'ai 3 critères qui sont essentiels dans le raisonnement. C'est le taux d'incidence au-dessus de 250 d'Angers, 10% sur le taux de positivité au-dessus de 10 d'Angers, on est à 8. Sur le taux d'incidence, on est à 430 aujourd'hui, et le taux de patients en réanimation. Et le taux de patients en réanimation, on est globalement... Donc reconfinement obligatoire dans les prochains jours. Donc on est obligé de passer par des choix qui seront acérés, mais dans ces choix-là, ce que j'ai dit hier au Premier ministre et à M. Véran, touchez pas aux écoles et aux lycées. Hein. Voilà, écoles, lycées, universités. Il faut protéger nos aînés, hein, mais il faut sauver la jeunesse, là. Et donc on voit bien là-dedans qu'il y a une démarche très, très importante pour la suite, dans des endroits où il n'y a pas de risque majeur, même de contamination. On n'a pas fermé un seul lycée, nous, hein, dans tous les lycées. On n'a pas fermé un seul lycée. Donc les méthodologies font en sorte qu'il faut protéger la jeunesse. Moi je pense qu'il faut mettre tout le monde en télétravail, laisser ouverts les commerces non essentiels, et organiser pendant cette période qui va être d'un mois, 1 mois et demi, quelle va être la durée, la sortie. Il faut apprendre à vivre avec, quoi. C'est toujours la même histoire, je le dis depuis le départ. En l'occurrence, les acteurs économiques là sont vraiment vent debout contre un reconfinement. Comment vous pouvez les rassurer? Je les ai vus à Nice, la semaine dernière, lors des vœux, la totalité des professions, des représentants régionaux et départementaux pour la stratégie à avoir là-dessus. Ils sont vent debout, ils ont raison. Ils veulent travailler. Ils ont la capacité de s'organiser comme vous le faites vous. Et donc il faut quand même aussi faire un peu confiance aux professionnels. Et donc là-dedans, je mets les bars, les restaurants à part, mais sur la totalité des professions économiques, il faut qu'ils travaillent les gens. Et donc pour qu'ils travaillent, il y a des méthodologies de travail, il y a les gestes barrières, etc. Et là-dedans, tout ce qui peut être en télétravail donc doit être mis en télétravail. Vous êtes pour l'ouverture de tous les commerces non essentiels de proximité? Oui. Et parce qu'après, on se retrouve avec le démarche. Alors on va tous dans les grandes surfaces. Le week-end, et on ne peut pas travailler dans la semaine. Enfin, il y a des trucs qui ne marchent pas dans notre économie, là. Et donc là-dessus, pas moi qui décide, j'ai pris ces positions, je suis favorable à cette démarche du monde économique pour continuer à travailler, et je suis en train de travailler dès que la décision sera prise. On a commencé déjà à travailler dessus pour faire une année 2021 dans le cadre du budget que nous allons voter en février qui sera en soutien à la totalité de ceux qui souffrent, c'est-à-dire le monde sportif, le monde culturel, le monde économique, de façon à ce qu'ils aient une lisibilité dans l'année, des moyens apportés en soutien aux acteurs économiques, sociaux et culturels de la région. Un autre volet de votre action, pour le gouvernement, c'est l'Europe qui doit acheter des vaccins. Quel doit être celui des régions? Je vous donne un exemple très simple. Quand nous avons demandé à acheter des vaccins, c'est pas parce qu'on veut suppléer l'État. Puis on ne va pas se mettre à vacciner dans les sous-sols de la région. Enfin, soyons sérieux, on peut s'appuyer sur les pharmaciens qui savent vacciner 15 millions de personnes en 2 mois pour la grippe, quand même. Enfin, les médecins généralistes, il y a des réseaux, des systèmes qui fonctionnent. C'est pas la même chose que pour les masques, mais quoique, ce n'est jamais qu'un produit qu'on peut acheter. Et ce produit qu'on peut acheter, on peut, sous l'autorité des professionnels, faire en sorte qu'il y ait des vaccinations qui se fassent. Donc on a, nous, avec les présidents de région, demandé, on pourra en commander 10 millions. Vous en êtes où, justement, de cette démarche? Moderna nous dit, écoutez, il n'y a pas de problème. Nous, il y a l'Europe qui fait une commande groupée. Quand la France fait sa commande groupée, qu'elle rajoute les 10 millions,
que vous avez, on vous livrera en même temps que les Français, par exemple. Pfizer nous a dit non. Moderna nous a dit... Donc c'est possible, on peut avoir, la région peut acheter... Après, il faut que les Français, il faut que le pays nous donne l'autre possibilité. D'accord. Comme ils nous ont donné la possibilité pour les masques. Hein. Ce n'est jamais qu'un produit qu'on achète sous surveillance médicale ou paramédicale et que l'on met à disposition d'un circuit et d'un réseau. Et moi, mon esprit, qui me paraît le plus simple pour la crédibilité du dispositif, pour une homogénéité sur le territoire, c'est la Croix-Verte, hein, la pharmacie. Hein. Il y en a une aire de population de 4100 personnes autour. Donc vous faites de la ruralité. Donc vous êtes pour que les pharmaciens puissent vacciner. Je suis pour, mais que tout le monde s'y mette. Je suis pour que les grandes entreprises puissent vacciner. Je suis pour que Airbus et Eurocopter puissent vacciner. Je suis pour que CMA, CGM puissent vacciner. Ils ont des médecins, ils ont des pharmaciens, ils ont des équipes. C'est pas le directeur du personnel d'une grande entreprise qui va vacciner. Mais comment on peut travailler si on n'a pas ce passeport quelque part vaccinal qui nous permet de sortir, de retourner à la vie? Et donc il faut que si Vous on a êtes favorable à un passeport vaccinal? mais je pense que c'est du bon sens. Quand vous allez en Afrique, aujourd'hui, on vous demande si vous êtes vacciné contre la fièvre jaune. Voilà. Et ben, si vous allez maintenant en Afrique du Sud, par exemple, ben, il vaut mieux être vacciné pour ne pas choper le variant sud-africain. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, mais vous avez des trucs qui ne fonctionnent pas. J'ai un ami neurochirurgien qui est allé en Corse hier, il a été verbalisé 135 € pour aller en Corse. Parce qu'il n'avait pas le test PCR. Le test PCR. Mais ils l'ont laissé partir. Il a payé 135 €, il est allé. Mais quand il est rentré de Corse le lendemain, ben il est rentré sans contrôle. Donc c'est dans notre propre pays. Donc vous voyez bien. Alors, on sait que vous êtes attaché à la montagne et le tourisme c'est un élément clé de l'économie régionale. Comment pouvez-vous aider les stations de ski qui vont connaître une année totalement blanche? Là, on a le prototype même des décisions qui sont quand même difficiles à digérer, quoi. Je me permets de faire un bref rappel quand même. Au mois d'août, on prévient en disant attention à la saison qui va ouvrir. Donc il y a le préfet de Savoie, sous l'autorité de M. Véran et M. le Premier ministre, font 14 protocoles sanitaires pour pouvoir ouvrir à Noël. 14 protocoles sanitaires. Et tac, à Noël, on nous explique qu'on ne peut pas ouvrir parce qu'il y a la contamination. Après, il y a 14 protocoles sanitaires, c'est un sport de plein air, c'est difficile. On obtient la clause de revoyure juste avant Noël. Il nous explique écoutez, il vaut mieux faire sauter Noël. Et on ouvrira en janvier, le 7, pour pouvoir avoir les 25% du chiffre d'affaires en janvier, plus les 60% en février. Et comme ça, on sauvera la saison. Tout le monde s'y plie. Des moyens financiers conséquents ont été apportés par l'État. Parce que si on peut critiquer la crise sanitaire, on peut en Elles sont suffisantes, les aides? En tout cas, les professionnels ne se plaignent pas. Mais les professionnels, ils ne veulent pas d'aide, ils veulent travailler. Donc l'aide maintient en vie ou en survie. Mais ils veulent travailler. Donc là, ils se disent, bon, on saute Noël, on est rémunéré. Allez, on aura Mardi Gras. Et tac, c'est fermé pour Mardi Gras. D'accord pour les professionnels, mais les aides indirectes, toutes les vallées qui sont autour. Mais c'est en cascade. C'est des milliards d'euros qui partent quand même. Des milliards d'euros pour la totalité des entreprises. Mais la plus grosse difficulté par rapport à la zone urbaine, qui est la ruralité de montagne, l'économie de montagne, c'est que c'est des petites économies des écosystèmes. Et donc quand il y en a un qui tombe, tous les autres tombent. C'est un effet de domino. C'est ça qui est terrible. Sans compter le problème des saisonniers, qui alors, les intérimaires saisonniers, c'est encore plus difficile. Donc le constat est là, qu'est-ce que vous le constat là, c'est qu'on a une réunion, je pense, lundi avec le Premier ministre. Manifestement, la prise en considération est faite par M. le maire et Mme Borne pour des moyens financiers en soutien. On espérait pouvoir ouvrir courant janvier, puis finalement février, puis finalement non. Donc c'est une année noire, puisqu'une année blanche. Bon. Et donc là-dedans, on est en train de voir en moyens supplémentaires, complémentaires, ce qu'on va faire pour les stations. On a quand même déjà mis, nous, la région va faire plus aussi. On a déjà mis 100 millions d'euros quand même. Donc la région, à un moment où, comme les autres, on est tous à sec à un moment. Et donc, c'est pas un puissant fond. Il faut trouver des modalités de survie pour relancer. Et donc, je compte m'appuyer sur le contrat de plan État-Relance, parce qu'on vient de récupérer 5 milliards, 100 millions d'euros pour la région, où il y a près de 40 millions d'euros qui sont fléchés pour les Alpes, voir comment on peut faire mais il y a deux problèmes. En fait, il y a l'urgence immédiate de survie, et il y a la perspective. Et donc, je veux m'inscrire dans la perspective en essayant de sauver l'année 2021. Et sur la totalité du dispositif, que ce soit sur un reconfinement potentiel, dur ou serré ou souple, peu importe, que ce soit sur les Alpes qui ne seront pas réouvertes, qu'on ait un traçage, une visibilité pour les entreprises, comme ils me l'ont demandé, sur l'année 2021, et qu'il n'y ait pas en permanence des à-coups. Voilà, comme on a fait pour le monde de la culture, on garantit des moyens financiers sur la totalité de l'année, et on va essayer aujourd'hui maintenant de faire en sorte qu'on puisse avoir un été 2021, par exemple, résolument culturel.
structurelle. Allez, le temps passe vite, on passe à un autre sujet, on va parler... Là, on revient dans la politique, on arrive dans la politique avec un sujet sur l'élection présidentielle. Donc en 2022, c'est l'élection présidentielle. Quel est l'homme de la situation à droite selon vous? Pour l'instant, il n'y en a pas. Pour l'instant, il n'y en a pas. Incontestablement, nous sommes majoritaires dans les villes de France, majoritaires dans les départements de France, majoritaires dans les régions de France. Manifestement, nous avons toute une génération de personnalités, moi étant un des plus vieux maintenant, qui sont aux manœuvres, aux manettes et plutôt réélus, dans tous les cas de figure, notamment on l'a vu au municipal. On a un parti politique qui fonctionne sous l'autorité de Christian Jacob, qui je pense fait très bien le boulot, mais on n'a pas de leader. Le dernier sondage donne Xavier Bertrand largement en tête des potentiels candidats à droite, mais très loin, derrière Marine Le Pen et Emmanuel Macron. C'est l'homme de la situation? On va voir, il faut laisser décanter dans le cadre de la crise à mon avis, jusqu'à la fin de l'année. On a le temps pour voir aussi, on n'a pas à se précipiter là-dessus. Donc laissons décanter. Mais ça prouve qu'on a des personnalités. On en a plusieurs qui sont capables d'être candidats. Faudra-t-il une primaire pour désigner le candidat? Non, une primaire, je suis parfaitement opposé aux primaires. La dernière fois, on avait fait une primaire, on avait un président de la République et 2 premiers ministres. Aujourd'hui, c'est pas les mêmes catégories. Donc, dans un parti qui a perdu beaucoup d'adhérents, qui a pris une grosse claque aux européennes quand même, on va essayer de rééviter les erreurs des européennes. Ce sera bien. Vous l'avez dit, les présidents de région peuvent utiliser en effet leur action régionale comme rampe de lancement, peut-être pour la présidentielle. Un mot sur des questions sur l'action, sur votre action à la tête de la région, Florent. Est-ce que vous en avez fait assez depuis le mois de mars dernier? Quand vous voyez toute la souffrance, le désespoir, la détresse de tous ceux qu'on a en face de nous, on a en charge l'économie, on a en charge les lycées, les transports. Ça, c'est notre boulot. Quand on voit la détresse sur le monde économique, quand on voit la détresse psychologique des lycéens et des jeunes en crous, on fait beaucoup. Quand on voit mais nos trains roulent, nos lycées ne sont pas en grève, la sécurité est mise en place partout, on a sécurisé 100% de nos lycées, tous nos trains de garde régionale, ils roulent à l'heure alors qu'ils ne roulaient pas à l'heure. Donc on a maintenu le service public piloté par la région qui est dans nos responsabilités. Est-ce que j'en ai fait assez? Face à la détresse, on n'en fait jamais assez. C'est ça la réalité, c'est qu'on est en face de gens soit qui meurent, soit qui sont immobilisés, soit qui n'ont plus de contact. Et donc face à ça, moi j'essaye d'apporter le soutien à mon niveau. La région a beaucoup investi depuis le début de l'année, mais certains s'inquiètent, notamment dans l'opposition, du creusement de la dette. Jusqu'où peut aller une collectivité? De toute façon on est contraint, mais l'opposition a raison de s'inquiéter, mais à tort. Donc c'est légitime, mais j'ai été contrôlé 3 fois par Fitch et vous savez les grands organismes internationaux. Je suis AA+, 3A+, ou moins en fonction du choix. C'est-à-dire qu'on a redressé la dette, on a redressé le financement, on a redressé l'autofinancement. Donc globalement, on a remis à niveau la région. Aujourd'hui, on est à une crise. Dans cette crise, il vaut mieux s'endetter dans la crise. Il faut aller aider nos concitoyens. Donc moi, j'assume pleinement si dans la crise, on verra dans le bilan, mais dans le bilan, on a redressé la situation incontestablement. On a remis en marche la région. On a une crise en 2020, on va en avoir une en 2021. La région doit être au rendez-vous. Elle n'est pas là pour être plus riche, la raison. Et de toute façon, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Donc là-dessus, on va faire des arbitrages. Les arbitrages vont être au service de nos concitoyens pour qu'il y ait le moins de casse sociale, économique et humaine. Voilà. Alors on va changer d'intervieweur. On avait Florent Provençal et c'est maintenant François Tonneau qui va arriver sur ce plateau pour parler d'autres sujets. Renaud Muselier, on va continuer à parler évidemment avec vous, notamment des régionales, mais également de la politique plus locale. Il y a en effet pas mal de questions à vous poser sur ce sujet-là. On va attendre que le micro soit installé sur la veste de François Tonneau qui suit évidemment toute l'actualité politique dans la région depuis de nombreuses années, journaliste politique. François, on va commencer, on va vous laisser vous installer. Tout va bien, François, vous êtes parfaitement installé sur ce plateau. Bonjour. Je rappelle, on respecte les mesures barrières. Vous pouvez enlever votre masque, en effet, François. Une première question pour commencer sur les régionales. On va attaquer ce volet-là. Et oui, on a vu que le Sénat avait adopté le projet de loi sur le report des élections régionales et départementales au mois de juin. Franchement, est-ce que vous y croyez, vous, à ce que ces élections aient lieu en juin? Écoutez, là j'étais auditionné hier par le rapporteur de l'Assemblée nationale avec les parlementaires en tant que président des régions de France pour donner mon avis. Nous, les régions, on voulait les élections en mars. Bon,
il y a une loi qui va nous caler en juin, très bien, ben on se mettra en juin. On a été auditionné aussi par M. Debré, avec M. Debré qui avait, à la demande du président de la République, ancien président du Conseil constitutionnel, apporté son avis. Il a dit il faut le faire en juin et plus les décaler. Donc nous écoutez, on se pliera à ça. Je pense vous pliez ou vous vous dites c'est peut-être pas si mal d'avoir des élections dès le mois de juin pour un peu mettre la pression à Emmanuel Macron, hein, parce qu'on sait très bien qu'il y a un tremplin derrière. Mais c'est plus lui qui a le problème que nous. Nous, son problème à lui, c'est que lui, il est en train de gérer une crise difficile, et nous avec. On est associé plutôt avec le Premier ministre, pas du tout avec le ministre de la Santé. On veut aider nos territoires. Dans cette aide aux territoires, manifestement, les régions sont quand même à la manœuvre, incontestablement. On essaye de bien faire, tout n'est pas parfait. Les décisions du gouvernement sont difficiles. Enfin, eux, ils vont se présenter sous quelle étiquette ? Or, manifestement, ils ont toujours des problèmes. M. Blanquer vient de jeter l'éponge il y a peu. Donc c'est plus un problème pour eux que pour nous. Nous, on est dans une logique de président en fonction, essayant d'assumer nos responsabilités en fonction. C'est même plutôt un avantage pour vous. Enfin, j'ai dit pour vous, pour la droite. On pense à Xavier Bertrand, à Valérie Pécresse, voire à Laurent Wauquiez, qui sont de potentiels candidats à la présidentielle. Les régionales peuvent jouer comme un tremplin pour eux, un piédestal. Là, vous voyez sur les présidentielles. Ouais, moi, je suis président de 18 régions. Il y a les Outre-mer. Il y a les dom-toms, en France, il n'y en a que 2, voire 3 qui sont candidats, enfin en métropole plus exactement. Enfin sur les 18, il y en a que 2 ou 3 qui vont être candidats à la présidence de la République. Le président de la République, il aura bien un candidat contre lui quand même. Donc l'enjeu, c'est quand même que l'ensemble des régions de France, c'est-à-dire 15 ou 17 sur 18, 16 sur 18, soient en paix avec le président pour être en phase avec le gouvernement, pour essayer de travailler. Et quand ils vont décider de confiner ou de reconfiner, c'est quand même nous qui allons être en première ligne pour nos entreprises. Comment on va faire pour Airbus, hein? Après, il y a un enjeu démocratique. Et là-dedans, vous avez des socialistes qui sont là, comme M. Rousset, comme Mme Delga. Vous avez tout le panel électoral. Vous avez des indépendantistes et des autonomistes chez moi dans la région de France. Ils ont tous rejoint la région de France. On est tous unis. Et vous remarquez que globalement, les prises de position gouvernementales sont plutôt rares. C'est plutôt du style, attendez, nous on veut participer, appuyez-vous sur nous, on est quand même plus efficace et plus agile que l'État. C'est plutôt ça notre démarche. Alors après, le président de la République, lui, oui, bien sûr, il est dans une 10 ans, il se dit, bon, ben moi je prends tous les coups, et eux sont à la manœuvre aussi, et ils ont des organisations qui sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus agiles que les miennes. Bon, ben voilà, donc c'est plus son problème à lui. Mais je pense qu'il faut pas avoir peur de l'électeur, il faut y aller. Oui, et puis il y a peut-être un enjeu démocratique aussi à garder de temps en temps un scrutin quand même. Il faut respirer quand même. Respirer, c'est la vie. Il faut retourner à la vie. Il faut apprendre à vivre avec le virus. Et puis, il ne faut pas en avoir peur. Il faut se protéger. Mais ça s'organise. Et je pense que l'élection est un moment de respiration démocratique indispensable. Donc je pense qu'il faut aller voter, oui. Alors vous disiez récemment lors de vos vœux, moi, en fonction de mon action, de mon succès éventuel, là, oui, je verrai si je me représente ou pas. Bon, on a plutôt compris que vous aviez le sentiment de bien faire votre travail, donc c'est une évidence, vous allez vous représenter. Ouais, enfin, c'est pas une évidence, c'est pas parce que vous savez, c'est comme ceux qui passent les concours, ça, et c'est pas parce qu'ils ont bien travaillé qu'ils réussissent au concours, hein. Non, mais je parle pas de réussir, je parle au moins de se présenter. Non, mais c'est pas parce qu'ils ont bien travaillé qu'ils réussissent. Là où il y a un sondage qui vient de sortir qui montre que pour ma région, je suis dans la moyenne nationale plutôt haute, je suis dans ceux qui ont plutôt le mieux réussi. Il y a une comparaison de tous les présidents de région, je suis plutôt dans le haut du panier par rapport à mes collègues, mais on est quand même tous très hauts. On est entre 65 et 78, donc % de bonne opinion. Donc ça se décline par région. Manifestement quand même, je sens plutôt que d'un sentiment de gens qui me disent, bon ben tu as été à la manœuvre quand même, hein. Mais la manœuvre elle est longue, j'ai l'habitude de la vie politique, vous savez, il faut être calme. Aujourd'hui le vrai problème c'est comment on va être reconfiné, est-ce qu'on va avoir nos enfants qui vont à l'école, est-ce que mes lycées vont rester ouverts, est-ce que mes trains vont rouler, hein. Voilà, ça c'est... Mais honnêtement, si vous, Renaud Muselier, vous ne vous représentez pas à votre propre succession, qui peut le faire? Christian Estrosi va revenir? On a du mal à imaginer. On a plein de noms, mais Christian, il a quitté la région parce qu'il est retourné à Nice à cause des attentats qui ont eu lieu dans sa ville. Il était traumatisé, il n'était pas maire à ce moment-là. Il a vu ce massacre en première ligne, il est retourné directement dans sa ville. Il y a une cohérence là-dedans. Maintenant, ce qui est important, c'est que Estrosi, Falco, Muselier, Vassal, nous on s'entend bien. Je m'entends bien avec les présidents de département, quelles que soient leurs étiquettes politiques, avec les présidents de métropole. Je travaille pour l'intérêt général. Vous n'avez pas beaucoup de maires, quelle que soit sa taille, qui disent que Muselier n'a pas été correct. Hein, voilà. Donc vous jouez sur une majorité la plus large possible. Mais c'est ma majorité.
Alors, la majorité aujourd'hui, elle est composée de centre-droit, on va dire. Oui, centre-droit. Mais aussi, je suis aussi le fruit, dans cette mosaïque dont on parlait peut-être tout à l'heure, de la gauche qui s'est retirée. C'est ça. Et j'ai pas l'impression, au-delà du fait qu'ils n'étaient pas là, qu'ils aient beaucoup critiqué ce que j'ai fait. Très honnêtement. Ils sont en train de se réorganiser, Mais c'est bien, manifestement tant mieux. de monter une Mais espèce tant de mieux, c'est la printemps vie marseillais démocratique. régional. Le printemps marseillais régional, je les invite à donner un autre nom pour la région, parce que vu de l'extérieur, ce qu'ils ont fait à Marseille ne va pas donner ne va pas élever le débat ou de crédibilité sur. Alors que les Marseillais se débrouillent pour accepter ça, c'est une chose. Enfin, quand ils sont dans le Var. Du switch Rubirola-Payan, c'est Oui, ça? Rubirola est là, elle est plus là. Donc, je veux dire, vu de l'extérieur à Marseille, dans les cadres, dans l'histoire du printemps marseillais, ça peut peut-être se comprendre. Dans l'électorat, c'est plus compliqué. À l'extérieur de Marseille, c'est pas très bon comme histoire. Hein. Alors, ça veut dire que pour vous, la gauche reste un adversaire assez lointain pour le moment? Je ne dis pas ça, je ne suis pas en train de calculer là-dessus. Je dis simplement que dans le cadre, c'est le début de votre question, c'est est-ce que j'ai bien fait mon boulot? Je n'ai pas vraiment l'impression qu'à l'intérieur de la majorité qui est restée unie tout le long, avec 8 composantes différentes, je n'ai jamais eu une perdition. Parallèlement à ça, de l'extérieur, je n'ai pas l'impression que les forces de gauche multiples et variées aient critiqué mon plan climat sur la COP d'avance, aient critiqué mon plan pour les escales zéro fumée en ville, et l'impression que j'ai été un méchant garçon de droite. Alors, par contre, il y en a qui disent beaucoup ça, y compris dans l'hémicycle, puisque ce sont les seuls à former votre opposition, c'est le Rassemblement national. Aujourd'hui, eux sont en ordre de marche, en tout cas, ils avancent bien. Marine Le Pen met clairement la pression à Thierry Mariani pour qu'il soit le candidat de l'extrême droite en juin, si ça a lieu en juin. Mariani, c'est votre ami, vous le connaissez bien, vous avez bourlingué ensemble à droite pendant des années et des années. On ne le sent pas très très motivé à l'idée de venir combattre contre vous. Est-ce que c'est un avantage pour vous ? On verra s'il vient, si c'est lui qui vient, on a le temps, c'est Marine Le Pen qui demande. Vous me dites dans une chose qui est importante, c'est est-ce que le Rassemblement national est organisé à l'intérieur de la région? Non. Ils ont perdu Marion, et le groupe a perdu un tiers de ses membres quand même. C'est-à-dire que moi, j'ai perdu personne, je me suis organisé pour que ma majorité fonctionne, et globalement, de l'extrême droite à l'extrême gauche, pas énormément d'attaques sur la politique régionale que j'engage. Parce que je suis très respectueux des équilibres. Et donc, par contre, ce que je sais, c'est eux, ils ont perdu un tiers de leurs membres. Hein. Ça, c'est une réalité. Alors que maintenant, il y a un match qui désigne quelqu'un, mais ils le désigneront. On verra. Ils ont perdu beaucoup de conseillers régionaux qui se sont indépendantisés, on va dire. En revanche, leurs électeurs sont toujours là. Et là, vous savez qu'en 2015, vous ne devez la victoire qu'au retrait de la gauche. Je me permettrai de vous rappeler, vous qui êtes un observateur attentif de la vie politique régionale, qu'il est sorti quand même 3 sondages avec des personnalités, que ce soit Thierry ou d'autres, pour le Rassemblement national. Et en triangulaire comme en quadrangulaire, je suis toujours donné gagnant. Ce qui est la première fois depuis François Léotard. Vous n'étiez peut-être même pas né, monsieur Tonneau. Léotard, c'est quand même l'empèbre de l'organisation des régions. Et donc, la soirée avec Mattei, moi, chaque fois qu'on s'est présenté, même Christian, il faisait 40, et aujourd'hui, un triangle, le front. Et donc, maintenant, dans 3 sondages de suite, quel que soit le candidat du Rassemblement national, je suis donné placé au premier tour, bien, et vainqueur au deuxième tour, en triangulaire ou en quadrangulaire. Ce qui est quand même la première fois dans l'histoire de cette région. Alors il y aura les régionales cette année, mais également les départementales, François. Oui, vous l'avez évoqué tout à l'heure en citant le nom de Martine Vassal. Bon, on sait que pendant les municipales, ça ne s'est pas très bien passé à droite, c'est même un euphémisme. Est-ce que vous la soutenez pleinement, Martine Vassal, pour ces départementales? Est-ce que vous vous êtes rabiboché? Les municipales, on peut revenir toujours là-dessus. J'avais une stratégie fondamentalement différente. Voilà, je pensais qu'au-delà du respect qu'il fallait avoir pour le maire de Marseille, qui est un homme pour lequel j'ai beaucoup d'affection à titre personnel, mais sur la fin, il fallait trouver les moyens de faire en sorte qu'il y ait une rupture. Mais une rupture ne veut pas dire je casse tout. Un déchirement. Voilà, il fallait trouver un système qui disait voilà, on a une force de remplacement potentielle, et que lui c'est lui, moi c'est moi. Enfin voilà, Après, vous avez remarqué que très longtemps, vous-même, vous m'avez dit quand est-ce que vous allez annoncer votre candidature, monsieur Museli. J'ai toujours dit non, je vais essayer d'aider mon camp. J'ai essayé d'aider mon camp qui s'est toujours battu. Et on a perdu. Bon. Et donc, je suis pour l'union, et avec Martine, ça va très bien. Voilà, on a discuté, on a fait un travail là-dessus, et les uns et les autres, pour essayer de trouver des explications à l'échec et à la défaite,
qui est la division qui vous a tué? Toutes sortes de choses. Je pense qu'il y a un choix politique qui n'est pas adapté. Ça, c'est sur l'angle, j'ai l'expérience, je sais faire, j'ai la capacité de faire, mais je ferai différemment, ce qu'on n'a pas réussi à imprimer. C'est la division entre Bruno et Martine qu'on n'a pas réussi à rassembler. Bruno Gilles, Bruno Gilles. Un sénateur. Vous êtes toujours amis? Vous étiez amis de 30 ans, vous l'êtes de 31 ou c'est compliqué aujourd'hui? C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué parce que sa stratégie a amené à un échec global, à lui à titre personnel et puis pour la ville. Donc tout ça est compliqué. Bon. Mais je pense que chacun fera sa part de mémoire là-dedans et son deuil de cette histoire. Puis après, il y a l'autre volet qui fait en sorte que quand même on perd le 6-8 et que si M. Berland... Alors le 6-8, c'est les 6e et 8e arrondissements de Marseille, fief de la droite depuis toujours. Et si M. Berland avait rejoint Martine, qu'il n'a pas voulu rester, enfin après c'est compliqué de savoir qui a tort, qui a raison. La réalité, c'est qu'on perd le secteur, on perd la ville. Voilà. Et donc tout ça fait en sorte que c'est une alchimie complète, c'est pas binaire l'histoire, et que donc il faut que chacun apporte un peu d'huile dans son moulin là-dedans, et j'y contribue le plus possible. Et vous remarquerez d'ailleurs que globalement aujourd'hui tout ça va plutôt bien entre la droite, le centre, même les marcheurs avec qui on discute, même si on n'est pas de la même famille politique, mais quand même on avance. Voilà. Allez, Ce seront vos alliés au régional, puisque vous parlez des marcheurs, ce seront vos alliés au régional? Je ne sais pas ce qu'ils veulent faire. Hein. On va voir. Je sais pas ce que, vous le souhaitez? J'ai vu en tout cas que leur stratégie sur Marseille qu'ils voulaient prendre au départ, enfin moi je constate en tout cas qu'ils voulaient prendre Paris, qu'ils voulaient prendre Lyon, qu'ils voulaient prendre Marseille, ils ont perdu les trois. Donc leur stratégie, s'ils veulent faire la même, c'est quand même pas la mieux adaptée. Donc on peut quand même se servir de l'histoire pour voir comment ça se passe. Et chez eux, ils sont très partagés. Vous avez un tiers qui m'aime beaucoup, un tiers qui me déteste, et un autre tiers à l'affût. Bon voilà. Mais affût de quoi, on ne sait pas. Et donc ça se décidera au niveau national, ils feront ce qu'ils auront à faire. Écoutez, moi, je ne suis pas marcheur, moi je suis LR, et je suis LR ouvert, voilà, dans mon ouverture. Je travaille avec le MoDem, je travaille avec l'UDI, je travaille avec le SAF, je travaille avec tout le monde, tous ceux qui veulent bien travailler. C'est pour ça que, pour revenir à votre question sur les régionales, je ne reprendrai pas des gens de ma famille politique qui m'ont gêné ou handicapé ou nui si je repars pendant cette période de difficulté. Et vous parlez de qui précisément? Il y en a plein. Ils se retrouveront. Et puis donc ils se retrouveront. Parce que ceux-là m'ont handicapé. Mais je partirai volontiers avec des gens qui n'étaient pas de ma famille politique et qui m'ont aidé parce qu'ils ont été responsables. Et moi j'aime travailler avec des gens responsables, qui ont un sens du devoir. Et peu importe l'étiquette, la couleur politique ou leurs sentiments. La réalité c'est qu'il y en a qui m'ont aidé et il y en a qui m'ont gêné et qui ont attendu que je tombe. Bah, écoutez, pour l'instant je ne suis pas tombé, je tomberai peut-être. Mais en tout cas pour ça j'ai bonne mémoire par contre. Bonne mémoire. Marseille, vous évoquiez aussi les gens qui ont le sens des responsabilités, quelle que soit l'étiquette politique. Vous voilà avec un maire socialiste à Marseille contre toute attente. Benoît Payan, c'est quelqu'un que vous connaissez bien. Est-ce que vous êtes prêt à travailler avec lui? Alors, la question est à double sens, comme vous travailliez avec la municipalité d'avant. Parce que ce n'était pas très facile avec la municipalité de Jean-Claude Gaudin, manifestement. On a beaucoup de difficultés avec Jean-Claude. Mais c'est avec l'administration générale. Donc là-dedans, c'est toute une série d'occasions gâchées. Enfin, pour mémoire quand même, c'est que même si c'était difficile de travailler avec la ville, on a injecté depuis 2016 près de 2 milliards d'euros sur la ville, la région. Donc on n'a jamais abandonné la région, la ville. Vous avez injecté, mais ils l'ont pris cet argent? 2 milliards. Alors une partie oui, mais il y a plein d'argent qu'ils n'ont pas su prendre. Quand on a, sur les fonds européens par exemple, qui était quand même le pire des exemples, c'est-à-dire qu'il y a 1 euro pour la ville de Marseille, il y en a 3 pour Toulon ou le Var, et 4 pour la métropole de Nice. Parce qu'ils ont une équipe qui est avec moi à Bruxelles, qui récupère des dossiers et qui savent les monter. Et j'avais beau alerter la situation sur la ville de Marseille un certain nombre de fois, ça n'a pas été possible. Mais ils ne savent pas monter de dossiers à Marseille, c'est quoi le problème? Ils ne savent pas les monter, non, ils ne savent pas les suivre, ils sont inéligibles, ils ne savent pas le faire. Je leur ai demandé plusieurs fois. Là maintenant, vous avez dans l'équipe municipale un garçon comme M. Barle. M. Barle, c'est pas ma famille politique, mais j'ai travaillé avec lui au Parlement européen. Si moi, il me dégage un mec qui va venir, enfin, excusez-moi, je suis un peu populaire. On a compris. Quelqu'un de leur équipe qui vient travailler dans mon équipe à Bruxelles, comme le font les Toulonnais, comme le font les Niçois, ils auront des résultats. Voilà. Ou comme le fait le département des Bouches-du-Rhône, d'ailleurs. Et donc, on a la nécessité de travailler collectivement sur des dossiers qui sont faciles à ficeler. Barle, il connaît ça par cœur. Donc, c'est un moyen de récupérer les sous. Pareil sur le plan État-région.
Pareil sur les moyens financiers. J'ai passé un contrat de métropole pour la ville de Marseille, spécifique, en accord d'ailleurs avec Martine, pour qu'il n'y ait pas de parasitage politique à cause elle qui a gagné par rapport à Payan, qui n'était pas maire et qui est devenu maire. Donc moi tout ça, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est Marseille, j'aime ma ville, c'est ma ville. Je débloque des moyens financiers conséquents, importants. On a fait 2 milliards d'euros. Aujourd'hui, je suis à disposition de la municipalité. Ils manquent leur dossier, on discute ensemble, on les passe, on les envoie. Là, il y a un projet concret, planter des arbres, l'escale zéro fumée. Vous aviez un plan à 40 millions d'euros avant les municipales qui s'est un petit peu perdu dans les limbes. Où est-ce qu'il est là, c'est un contrat métropolitain, est à disposition du maire de Marseille. Son DGS, ses équipes, directeur général des services, travaillent avec les miennes. Et il faut qu'ils aillent vite. Hein, voilà. On est prêts, nous. Rien n'est perdu. Mais il faut que je les aide, surtout. Il faut que je les aide. Hein. Ils ont un problème d'organisation, ils ont un problème d'argent. Hein. Donc, là-dedans, c'est une stratégie que j'ai fixée sur la totalité de la région. Donc c'est ma méthode de fonctionnement qui fait en sorte qu'elle n'est pas discutée ni discutable par aucune force politique, quelle que soit leur couleur, sur la région. Elle est équitable et juste. Et donc là-dedans, on fera à Marseille, comme on fait avec les autres, en y mettant un peu plus, parce qu'ils ont besoin d'un peu plus. Enfin, on a par exemple le Copermo pour les hôpitaux de Marseille. Dans les hôpitaux de Marseille, c'est nous qui mettons le plus, hein, avec la métropole département, que la ville de Marseille. Donc ils mettent 25, on met 35 millions, nous. Bon, sur le plan, ils n'ont plus d'argent en même temps, Marseille. Enfin, c'est les hôpitaux, c'est les leurs, c'est eux qui sont présidents du conseil d'administration, c'est pas moi, c'est pas dans mes compétences. Si je dois mettre autant dans tous les hôpitaux de la région, je ne suis pas sorti de l'auberge. Hein. Donc ma majorité a accepté de mettre des moyens spéciaux pour le CHU de Marseille. Mais pourquoi Estrosi ne me demande pas pour Nice, Falco pour Toulon, pour Embrun, pour Gap, pour Briançon? J'en ai des hôpitaux, je n'ai pas que Marseille. J'ai un grand CHU que j'aime, ils ont validé cette démarche. Enfin, il faut quand même qu'ils mettent des sous. Sur le plan escale zéro fumée, je mets 30 millions d'euros quand même. 2023, il n'y aura plus pour tous les navires seront branchés électriquement à quai, c'est ça? Exact, pour tous les ferries. Et après les ferries, c'est marchandises. Et après, pour tous ceux qui sont les croisières, ça sera 2025, un peu plus tard. Je mets 30 millions d'euros, mais si la ville met 10 millions, on gagne un an. Hein. Voilà, pour les escales zéro fumée, pour les arbres, ils veulent planter des arbres. J'ai fait un plan d'1 million d'arbres. Et ils ont commencé manifestement. Mais volontiers, j'en paye 80%, c'est très volontiers. Hein. Merci Renaud Muselier, le temps passe, on a bien compris en tout cas tous les messages qui sont passés au cours de cette émission. Merci d'avoir participé donc à la grande interview. La grande interview, c'est également 2 pages demain samedi dans la Provence, en kiosque et en numérique. Merci donc à vous, Renaud Muselier. Merci au service politique de la Provence, François Tonneau, Florent Provençal. Merci au directeur de rédaction, Guilhem Ricavi. En régie, il y avait Laurie Samama et notre réalisatrice, Audrey Saintas. Très bonne journée à tous. Merci à vous.